Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur Mobility TV pour une nouvelle édition, cette fois-ci consacrée aux innovations et à la décarbonation des autoroutes. Car en effet, il n'y a pas que les moyens de transport qui se décarbonent, mais également les axes autoroutiers qui ont également leur part de responsabilité. Donc à ma table pour en parler, trois experts, à commencer par Louis Dupasquier qui est directeur chez Vinci Autoroutes. Nous avons également Patrice Geoffron, professeur à Paris-Dauphine, et enfin Amaury Hayat, professeur à l'école des ponts ParisTech. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même une petite présentation. Je vais vous demander à chacun donc, de donner quelques précisions sur les valeurs de votre entreprise, ce que votre entreprise fait, son rôle et puis votre fonction un petit peu plus en détail. On va commencer par vous, monsieur Dupasquier. Bonjour, alors moi je travaille chez Vinci Autoroutes. Vinci Autoroutes, c'est le premier concessionnaire autoroutier français qui exploite un réseau de près de 4500 km d'autoroutes en France. C'est à peu près la moitié des autoroutes concédées en France. Et également un réseau de 180 aires de service qui vont être très importantes quand on parle de décarbonation, parce que ça va être un des lieux importants. Et voilà, Vinci Autoroutes, en tant que concessionnaire autoroutier, est pleinement engagé dans cette démarche d'accompagner la transition énergétique. Et effectivement, les infrastructures, comme vous le disiez en introduction, ont un vrai rôle à jouer dans la décarbonation et pour favoriser la décarbonation de nos mobilités. Nous allons voir ça évidemment un petit peu plus en détail. Passons maintenant à vous, Patrice Geoffron. Bonjour, moi je suis professeur d'économie à Dauphine. Je dirige l'équipe énergie-climat qui se préoccupe de transition énergétique et de changement climatique. Évidemment, dans ce contexte, on accorde de plus en plus de place à la question des infrastructures, infrastructures électriques, gazières et évidemment infrastructures routières. J'imagine qu'on entrera dans les chiffres un peu plus loin, mais il y a une espèce de malédiction qui sont qu'en France et dans différents endroits, notamment en Europe, le niveau des émissions de la route ne baisse pas. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il y a une problématique qui est celle évidemment des véhicules, mais également celle de l'infrastructure. Et j'ai beaucoup travaillé, en particulier pour Vinci Autoroutes, à essayer d'imaginer un modèle d'autoroute décarbonée, qui est un peu un oxymore à l'heure actuelle, mais qui va devoir s'imposer rapidement. Et enfin, monsieur Hayat. Alors moi, je m'appelle Amaury Hayat, donc je suis professeur à l'école des ponts. Alors l'école des ponts ParisTech, c'est une grande école d'ingénieurs qui a la particularité d'être sous la tutelle du ministère de l'Environnement ou du ministère chargé du développement durable. Et donc du coup, essaye de délivrer une formation qui est très axée sur les enjeux de demain, sur la décarbonation, comment réfléchir à la technologie dans le monde de demain. Donc moi, je suis au département de mathématiques appliquées et je m'intéresse aux façons de conduire et la façon dont, en changeant à peu de frais la façon de conduire des gens, on peut effectivement diminuer beaucoup les émissions de CO2 sur un tronçon d'autoroute. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. C'est un honneur évidemment de vous recevoir, de vous avoir à nos côtés. On va commencer par une question qui paraît à la fois très générique, mais pas si anodine que ça. Paraît simple, mais pas si simple que ça. Comment on décarbone des autoroutes? Donc j'imagine qu'il y a forcément un ordre de priorité, que toutes les actions n'ont pas cette même émission de carbone. J'aimerais peut-être qu'on commence par celle qui est la plus gourmande en émissions de CO2. On va commencer par vous, Louis Dupasquier. Alors oui, comment on décarbone l'autoroute? Donc quand on dit ça, il faut quand même remettre un tout petit peu les chiffres en perspective. Le secteur des transports, c'est le tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et dans ces émissions du secteur des transports, c'est quasiment exclusivement la route, donc les véhicules, la circulation routière qui en est la cause. Et en plus, l'essentiel de nos mobilités aujourd'hui, que ce soit le déplacement des personnes ou des marchandises, pratiquement 9 déplacements sur 10 passent par la route. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pérenne. Et donc le seul moyen qu'on ait aujourd'hui pour décarboner la route, c'est de décarboner les véhicules. Ça, c'est très important. Et si on s'intéresse plus spécifiquement aux autoroutes, les autoroutes, c'est seulement 1% du linéaire routier français, mais ça concentre 7 à 8% des émissions de toute la France. Donc c'est évidemment un endroit très important pour lutter contre le changement climatique. Et on a aussi cette image d'Épinal de l'autoroute comme le support des mobilités longue distance, l'autoroute des vacances. Mais dans un certain nombre de métropoles, les autoroutes sont aussi des routes du quotidien. Donc c'est important de le rappeler aussi. Donc ça concerne en fait, quand on parle de l'autoroute, on parle un peu de toutes les mobilités, qu'elles soient du quotidien, de longue distance ou aussi des camions et des poids lourds. J'imagine qu'il y a également cette transition, en tout cas pour trouver des alternatives, donc du thermique
à quelque chose peut-être de plus écologique. Donc certaines pistes déjà, bon, il y a les carburants de synthèse, c'est une petite part, mais il y a aussi beaucoup en misé également sur l'électrique. Donc est-ce que les autoroutes doivent aussi s'adapter justement à répondre à ces besoins-là? On va commencer par vous aussi, Monsieur Geoffron. Oui, c'est une évidence. Lorsqu'on regarde la manière dont les choses évoluent en France dans tous les domaines de la transition, il y a une espèce de point assez étrange qui est le décollage du véhicule Oui. électrique. Et donc, si le véhicule électrique décolle, mais que l'infrastructure ne suit pas, à un moment, évidemment, ça va coincer. Donc, on risque de voir des choses assez étranges, des ménages les plus aisés qui pourraient avoir deux véhicules, un véhicule électrique, un véhicule thermique. Et évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Donc, il y a une nécessité d'adapter l'infrastructure au plus vite et de faire en sorte que, je ne sais pas comment le qualifier, le backbone, c'est-à-dire le réseau à haut débit que sont les autoroutes, puisse accueillir l'ensemble des mobilités, mais notamment les mobilités électriques pour ce qui est du plus urgent et susceptible d'avoir des effets très rapides. Parce que les ambitions de la France dans ce domaine sont assez élevées ou effrayantes selon la manière dont on les regarde. Il va falloir entre maintenant et 2030 effondrer à peu près à hauteur de moins 30% les émissions du domaine des transports et qui sont plates et depuis une trentaine d'années. Donc il y a un vrai défi. Et dans ce vrai défi, il faut parvenir à activer ce qui est susceptible d'avoir l'effet de levier le plus rapide et accueillir la mobilité électrique pour les véhicules légers est un enjeu tout à fait spécifique. Juste un point quand même à ajouter, il ne faut pas considérer que l'enjeu de la décarbonation des autoroutes est nécessairement associé à des ruptures et à des transformations. Il y a un enjeu et un enjeu également de court terme qui est de mieux utiliser l'autoroute. Oui, que ça soit un continuum en fait. Alors, pas simplement un continuum. Aujourd'hui, il y a moins d'humains dans un véhicule qu'à la fin du XXe siècle. Et donc, évidemment, ça ne va pas non plus dans le sens de l'histoire. Et donc, voilà, tout ce qui est notamment covoiturage peut permettre d'aller assez vite dans l'optimisation. Des plateformes également multimodales, on y reviendra sans doute. Tout à fait, repenser la manière d'emprunter l'autoroute différemment, autrement en tout cas. Y compris avec des véhicules thermiques. Amaury Yayat, pensez-vous que les autoroutes, ça serait une question que je vais vous poser à vous trois, mais est-ce que vous pensez que les autoroutes aujourd'hui sont prêtes à accueillir cette transition écologique? Alors, ça, c'est une très bonne question et je ne peux qu'approuver ce que disait mon collègue à côté, parce que finalement, le problème, c'est que il y a deux soucis avec le transport. Un, ça consomme beaucoup d'énergie. Et deux, le mode d'énergie à utiliser actuellement, c'est des énergies fossiles, et donc c'est ça qu'on veut changer. C'est deux problèmes assez différents, parce que même si on change le type de carburant, et il faut des carburants qui soient quand même relativement avec une forte densité énergétique pour pouvoir être emporté sur une voiture, on ne peut pas la brancher sur secteur pendant qu'on conduit. Le premier problème qui est que ça consomme beaucoup d'énergie est un problème sur lequel on ne peut agir que de différentes façons. En changeant la façon dont on utilise l'autoroute, donc en mettant potentiellement plusieurs personnes sur la route, en changeant éventuellement sa façon de conduire, parce qu'il y a des façons de conduire qui sont bien moins bonnes que d'autres. Et je ne parle pas simplement des quelques réflexes qu'on demande d'avoir au permis de conduire. Des petites actions de certains humains sur l'autoroute peuvent avoir un effet macroscopique énorme sur le reste de l'autoroute. C'est là qu'on voit la création de bouchons, de choses comme ça. Donc, à la question, est-ce que l'autoroute est prête à accueillir ces changements ? Il y a beaucoup le centre de la question, c'est est-ce que les gens, les conducteurs, sont prêts à accueillir ces changements? Et je pense que la réponse est oui, à partir du moment où le changement se fait d'une façon acceptable pour les conducteurs. Par exemple, on voit de plus en plus on a eu des régulateurs de vitesse qui existent depuis longtemps. On a maintenant des régulateurs adaptatifs de vitesse à qui on délègue, quand on est sur l'autoroute, la vitesse, c'est-à-dire qu'il freine, il accélère au moment. Ce genre de choses sont des technologies à qui on pourrait confier le fait de conduire, on va dire, mieux. Et l'autoroute est un système moi je suis mathématicien à la base, d'un point de vue mathématique est très intéressant, puisqu'il suffit qu'une petite partie des gens jouent le jeu pour que l'ensemble des gens consomment moins. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, la réponse est plutôt oui. Après, c'est aussi la question de l'œuf et de la poule. Qui va commencer le premier, qui va initier le cercle vertueux le premier? Et justement, il y a cette volonté d'installer le long de l'autoroute des panneaux solaires, ne serait-ce que pour alimenter toutes les bornes de recharge suffisamment en énergie. Donc là, ça pourrait être en effet une solution, en tout cas une piste de décarbonation, et de pouvoir développer davantage la flotte électrique.
Alors Oui, oui, Pasquier. le problème de la poule et de l'œuf, c'est un grand classique dans la mobilité électrique. C'est j'achète une voiture électrique s'il y a des bornes, je pose des bornes s'il y a des voitures électriques. Donc la solution, en fait, c'est de faire les deux en même temps, hein, évidemment. Il faut bien comprendre l'enjeu de la recharge sur autoroute. Quand on emprunte l'autoroute pour un trajet domicile-travail, l'autonomie des voitures électriques, on n'a pas besoin de se recharger sur l'autoroute à ce moment-là. Pour les petits déplacements du quotidien, on se recharge au bureau, on se recharge à domicile ou on se recharge dans la voirie ou en bas de chez nous. Évidemment, il faut qu'il y ait des bornes aussi dans les domiciles, dans les bureaux, dans les voiries, mais on n'a pas besoin de bornes sur autoroute. L'enjeu de l'autoroute pour la recharge, c'est la mobilité longue distance, pour le coup. Avec un véhicule thermique, aujourd'hui, on a 800-900 km d'autonomie, on n'a presque pas besoin de prendre de carburant sur autoroute. Avec une voiture électrique, on a à peu près 2 heures d'autonomie sur autoroute, donc il faut s'arrêter forcément pendant un long trajet, il va falloir s'arrêter pour se recharger. Et pour faire ça, il faut absolument installer des bornes de recharge ultra rapides sur les autoroutes, sur l'ensemble des aires de service, pour permettre à chacun de faire une recharge en temps masqué de ses temps de pause. Alors, on a aussi quelques idées reçues là-dessus. On se dit, mais ça va être trop long, je vais attendre trop longtemps à la borne de recharge. En fait, aujourd'hui, les technologies de voitures électriques qui existent aujourd'hui et des bornes sont compatibles avec nos voyages tels qu'on les fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, l'essentiel des gens respectent le credo de sécurité routière qui a une pause toutes les 2 heures. C'est vraiment une pratique qu'on constate. Et surtout, les temps d'arrêt sur les aires, quand on les mesure statistiquement, c'est déjà 20 à 30 minutes et ça correspond déjà au temps qui est nécessaire pour recharger 2 heures d'autonomie. Donc ça veut dire que la mobilité électrique, c'est possible, mais à une condition, longue distance j'entends, mais à une condition, c'est qu'on installe ces stations de recharge sur autoroute pour pouvoir justement se recharger lors des grands départs et en nombre suffisant. Et là aussi, revient au centre du débat les comportements de chacun. C'est un changement progressif de mœurs qui fait aussi changer la manière de voyager. Peut-être pas forcément voyager pour arriver le plus vite possible à destination, mais plutôt procéder, comme on appelle par le slow travel, voyager de manière beaucoup plus lente, s'arrêter par étapes, en profiter pour faire un petit peu de tourisme et puis ensuite reprendre la route une fois que le véhicule est rechargé. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Monsieur Oui, Geoffroy? alors, je pense que je suis le seul sur le plateau à ne pas être mathématicien, mais il me semble qu'en réduisant la vitesse, on doit Oui. réduire l'énergie du carré ou d'un truc de genre, tu confirmeras, Amaury. Et donc évidemment, toutes les pratiques qui peuvent conduire à se déplacer plus lentement sont des pratiques qui vont concourir à aller dans la direction de la décarbonation, qui vont réduire, et me semble-t-il également mécaniquement, l'accidentalité, mais ça a été dit, qui prennent également du temps, qui supposent de l'acceptabilité. Moi, j'ai fait partie de l'équipe d'experts qui a accompagné il y a quelques années la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention, elle a proposé plus d'une centaine de mesures. Toutes ces mesures avaient été votées à plus de 95%, ce qui pour à l'Assemblée serait totalement inédit. Une seule avait été votée moins largement, mais tout de même aux 2/3, les 110 km sur autoroute. Et c'est la seule mesure, pratiquement, que le président de la République n'a pas transmise. Et je pense qu'il a eu raison à ce moment-là, on était en 2020, compte tenu des problématiques d'acceptabilité. Donc tout ça va faire son chemin. Il me semble que ce qu'on a vécu l'an dernier et qui pourrait nous menacer à nouveau, ce choc énergétique, la compréhension qu'on a de la fragilité de nos dépendances. En France, on importe 99% de notre pétrole et produits pétroliers, en tout cas de notre pétrole, et 98% de notre gaz. Donc ça veut dire également que voyager plus lentement présente toute une série de bénéfices, des bénéfices environnementaux qui sont tout à fait évidents, des bénéfices en termes d'accidentalité, et puis voilà, nous fait aller quand même dans la direction dans laquelle on souhaite aller avec plus de sobriété. Mais cette prise de conscience, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, évidemment, c'est un des déterminants de la décarbonation de la route et de la décarbonation des autoroutes. Juste un point que vous avez mentionné tout à l'heure, les investissements, la manière dont on peut déployer des renouvelables et en particulier du photovoltaïque sur le réseau autoroutier, c'est un enjeu également. Alors, je parle sous ton contrôle, Louis, mais les calculs qui ont été faits suggèrent qu'à l'horizon 2030-2035, on pourrait couvrir à peu près l'équivalent des besoins des véhicules électriques par de l'électricité qui serait produite sur le réseau autoroutier, alors dans des endroits qui sont évidents, notamment sur les aires de repos. De repos, oui. Mais également sur du foncier. Il y en a pas mal dans le réseau autoroutier, il y en a également beaucoup dans le réseau ferroviaire, qui a peu de valeur aujourd'hui, en tout cas qui n'a pas de conflit d'usage. Et ça, dans la transition, c'est un enjeu qui est un enjeu extrêmement important. Et puis ça permettrait de mettre en avant une idée
qui pourrait apparaître assez singulière, regardez, du début de ce siècle ou du XXe siècle, une autoroute pas totalement en autoconsommation, parce qu'électriquement, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, un réseau autoroutier qui pourrait produire l'équivalent de l'électricité consommée, et c'est un point suffisamment intéressant, me semble-t-il, pour être signalé. Oui, quelque part, de devenir autonome. Il y a un autre point qui n'est selon moi, pas du tout à négliger et qui pourtant paraît relativement petit, voire anodin, c'est l'entretien de la chaussée. Donc aujourd'hui, la composition de la chaussée, là aussi, je parle sous votre contrôle, sous vos contrôles, sur votre contrôle à tous les trois. Il me semble que c'est un savant mélange entre du sable, des graviers, mais pour que ces petits agrégats ils fassent cohésion, il faut un liant. Il me semble que ce liant, il est fait à base d'hydrocarbures. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a également des pistes de réflexion, voire déjà des alternatives pour avoir un goudron, pour avoir une chaussée beaucoup plus propre et qui, en plus, tant qu'à faire, autant miser sur la totale, qui puisse avoir cette capacité d'absorber aussi l'excédent d'eau, puisqu'aujourd'hui, c'est pareil, les pluies, quand elles tombent d'une manière inégalitaire et puis surtout en grande quantité. Donc, on peut avoir un risque d'inondation, des risques de débordement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de fabriquer un matériau intelligent, propre et qui puisse absorber l'excédent d'eau pour éviter des bouchons, des accidents, Louis Dupasquier? Alors, la décarbonation des chantiers, c'est très important. Après, pour avoir des ordres de grandeur, Oui. par rapport aux émissions des voitures qui circulent sur une autoroute, c'est absolument epsilonesque en volume, il faut le comprendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser, évidemment. Il faut décarboner l'ensemble des aspects de l'économie et de l'autoroute en particulier. Alors, votre réponse, oui, effectivement, les chantiers de chaussée, c'est une des choses qui, dans la maintenance d'une autoroute, émet le plus de CO2. Notamment du fait de la composition des bitumes qu'on met, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a fait, nous, des chantiers pilotes, des chantiers réels, sur lesquels on s'était fixé comme objectif, a priori vers 2030, de réduire de moitié les émissions de CO2 d'un chantier de chaussée. Et en fait, on a réussi dès la première fois qu'on l'a fait, avec finalement des choses assez simples. Typiquement, parmi les choses qui émettent beaucoup de CO2, il faut chauffer le bitume. Et donc, il faut brûler du pétrole pour faire chauffer la centrale à enrobé. On a utilisé des biocarburants ou du biogaz. Ça a un facteur de décarbonation important. Ensuite, l'autre aspect qui émet beaucoup de CO2, c'est la consommation des poids lourds qui transportent le bitume entre l'endroit où on l'a produit et l'endroit où il faut le mettre sur la chaussée. Et bien, en fait, rien qu'en optimisant les trajets des différents poids lourds, on a aussi réduit fortement le niveau d'enrobé. Et puis le dernier point, c'est l'enrobé, justement, en fait, pour refaire une autoroute. On commence par gratter la couche qu'on va remplacer. Et en fait, on peut réutiliser cette couche. Plutôt que d'en faire une nouvelle qui, évidemment, va être fortement émettrice de CO2, et ben, on peut réutiliser, on recycle une bonne partie de cette couche de roulement pour, justement, éviter d'avoir à en produire une neuve. Et ça aussi, c'était un très bon retour d'expérience. Donc concrètement, oui, aujourd'hui, on a plein de solutions qui existent. On ne parle pas d'innovation de rupture, c'est simplement en optimisant les ressources, en faisant du recyclage et en réfléchissant, en pensant décarbonation. Donc nous, c'est vraiment comme ça, à chaque fois qu'on fait un chantier chez Vinci Autoroute, on a cet objectif de décarbonation qui est présent. C'est ce qu'on demande à nos entreprises de travaux, de suivre les émissions de CO2 et de tenir leur bilan carbone. Est-ce que également dans l'entretien des chaussées, il a été prouvé que plus la couleur est sombre et plus elle absorbe la chaleur. Et donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est pareil, donc la hausse des températures qui devient progressive, assez constante. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour pouvoir intégrer des pigments ou éclaircir les bitumes afin qu'il y ait moins d'emmagasinement de chaleur et donc, in fine, aussi moins d'émissions de CO2? Patrice Geoffron? Pas une compétence terrible dans ce domaine, mais Louis rebondira. Mais vous soulevez, oui, un problème qui est un problème très général et qui va se poser à la fois sur autoroute, qui va se poser dans les villes surtout, qui vont être des îlots de chaleur. Les îlots de chaleur. Ce qui n'est pas très clair dans mon esprit, c'est grosso modo le bilan global, parce que couvrir l'intégralité du réseau autoroutier ou couvrir Paris, par hypothèse, de telle manière à ce qu'on ait l'effet de réflexion que vous avez évoqué, a également sa propre empreinte carbone. C'est un processus évidemment qui est lourd et long, et puis à son économie qui, pour ce que j'en sais à l'heure actuelle, n'est pas très claire. Mais globalement, oui, vous avez raison de soulever cette question. C'est globalement la question de l'adaptation de cette infrastructure aux effets du changement climatique. La diminution de la réflexion en fait partie. Vous avez soulevé le problème de l'eau.
qui est un problème évidemment extrêmement important. Et puis d'autres problèmes de nature voisine se posent, hein. Il y a une partie du réseau autoroutier qui va jouxter des forêts. Ces forêts, elles ont vocation, malheureusement et mécaniquement, à brûler plus que ça n'était le cas auparavant. Donc il faut également, donc c'est de l'entretien, c'est de la mise à distance et probablement plus de disponibilité également de forces d'intervention dans ces circonstances. Il n'y a absolument aucune raison, alors ce ne sera pas uniforme sur le territoire français, mais il n'y a aucune raison évidemment que l'autoroute échappe à ce qui plane sur l'intégralité de l'Hexagone. Amaury? Alors moi, là encore, je pense que c'est pas non plus C'est une question que voilà, pour mon vous sujet de trois. prédilection. Mais je pense qu'il y a un sujet important quand on parle qui me vient là comme ça, quand on parle de ce réseau, de est-ce qu'on pourrait avoir une autoroute qui produit elle-même de l'énergie sur les aires d'autoroute, etc. Et le fait est que finalement, on ne mesure pas souvent assez que ce n'est pas seulement un problème constructeur-usager, c'est un problème qui est quand même très connecté au reste de la politique publique parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne produit pas assez d'électricité décarbonée déjà pour les besoins de notre consommation au quotidien de la France en général. Là, aujourd'hui, bon, il fait chaud, on ne se chauffe pas, etc. Et on produit quand même 8% de notre électricité avec du gaz, donc avec des énergies fossiles. Et donc, c'est cette histoire de construire avec des panneaux solaires, des énergies renouvelables, etc., sur l'autoroute pour se produire, c'est loin d'être anecdotique. Pour ce qui est de l'usage en réflexion, je ne saurais pas dire mieux que ce qui a déjà été dit. Peut-être que Louis saura être plus précis que nous. Mais effectivement, c'est la question de l'empreinte de ce genre d'opération qui consisterait à recouvrir ou à mettre d'une autre couleur, etc., se pose déjà. Louis Dupasquier? Oui, alors effectivement, parmi les enjeux, il y a cette question de la production photovoltaïque. Je pense qu'il ne faut pas la négliger, effectivement. Mais vous l'avez très bien dit tous les deux, il y a un enjeu en fait de développement de l'énergie, de l'électricité, parce que la plupart de nos usages, la mobilité n'y échappe pas. Pour être décarbonée, l'électricité est un très bon vecteur. C'est pareil pour le chauffage dans les bâtiments au gaz, c'est pareil dans un certain nombre d'industries. Donc ça, c'est un enjeu. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'autoroute, finalement, on n'associe pas du tout la production locale d'énergie avec l'autoroute. Mais finalement, d'une certaine façon, l'autoroute peut, par ces sites fonciers qui sont là et qui n'ont pas d'autres usages, qui sont effectivement pas en conflit d'usage, peuvent accueillir cette production photovoltaïque en particulier. C'est particulièrement propice. C'est aussi très intéressant sur les parkings. Installer des ombrières avec du photovoltaïque dessus sur un parking, c'est très intéressant même du point de vue de l'usager en fait. Pourquoi? Parce que typiquement quand on se recharge, la voiture est stationnée pendant longtemps. Quand il pleut et qu'il faut sortir ses papiers, ses cartes, c'est très peu pratique. Alors que quand on prend le carburant, souvent on a un auvent. Donc ça, c'est une vraie demande aussi des usagers, y compris côté mobilité électrique. Et puis voilà, ça protège des intempéries ou du soleil. C'est aussi très intéressant pour la mobilité électrique, au-delà de la production, de permettre justement que la voiture ne chauffe pas trop, que la batterie ne chauffe pas trop, parce qu'on sait que les batteries sont sensibles à la chaleur. Et quand il fait très chaud, la capacité d'une batterie à se recharger très rapidement est un peu atténuée aussi. Donc ça, je dirais, il y a plein de bénéfices secondaires au déploiement de photovoltaïque sur nos emprises, et c'est pour ça qu'on s'y est engagé fortement, effectivement. Malheureusement, le temps file, donc je vais devoir vous remercier une fois de plus à tous les trois d'être venus. Vous l'aurez compris, les pistes sont nombreuses pour, ne serait-ce qu'en termes d'innovation, mais aussi en termes de décarbonation. Le temps fera foi du reste. Donc, avant de nous quitter, je rappelle que nous avions à la table donc Louis Dupasquier, qui est directeur chez Vinci Autoroute, ensuite Patrice Geoffron, professeur à Paris-Dauphine, et enfin Amaury Hayat, professeur à l'école des ponts ParisTech. Encore une fois, merci. Je ne suis pas du tout avare en remerciements, et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition sur Mobility TV. À très bientôt.